Bienvenue Élise Bosch, que je laisserai se présenter dans quelques minutes. Et nous allons aborder aujourd'hui donc un sujet qui est super intéressant, qui n'est pas suffisamment abordé quand on parle de neurodiversité au travail. C'est la neurodiversité chez les managers, chez les dirigeants que nous allons traiter séparément. Alors Élise, ton micro vient de se couper de nouveau. Oui, je l'ai fait parce que j'étais en train de boire et donc je me suis dit, je coupe. Ok, d'accord. Non, mais j'ai flippé pendant un instant, mais non, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est manager et neuroatypique? Qu'est-ce qui se passe quand on est dirigeant et neuroatypique? Qu'est-ce qui se passe quand on a une fonction un poste à responsabilité à l'entreprise et qu'en plus on est neuroatypique, puisqu'on parle souvent de la neurodiversité pour tout un chacun, mais on n'aborde pas suffisamment la neurodiversité plus la responsabilité. Donc, on va en parler aujourd'hui. Avant de commencer à développer, je laisse Élise se présenter et ensuite je vais faire de même et ensuite on démarre. Ok, merci Lydia. Merci beaucoup de m'avoir proposé de co-animer ce webinaire avec toi. Donc je suis très contente d'être là. Je suis assez bavarde, donc je vais essayer de faire court. Au niveau de la présentation, moi, à titre professionnel, j'ai plusieurs casquettes. Alors c'est un choix hein, parce que j'ai besoin de diversité. Donc j'ai une casquette de DRH, donc du coup à temps partagé actuellement au sein d'une entreprise de services numériques qui s'appelle Celios, qui est basée à Limoges, mais qui rayonne sur toute la France et qui se développe en Europe, notamment le Portugal et à l'international, notamment avec le Québec. Et donc à côté de cette activité de DRH, j'ai aussi une activité de consultante et de formatrice. Consultante et formatrice en management relationnel et en stratégie RH inclusive, avec cette porte d'entrée des neuroatypiques. L'idée, c'est d'accompagner des chefs de service, des directeurs de BU, des responsables du AP, à incarner pleinement leur rôle et leur posture de manager, parce que bien souvent, ce sont des experts techniques. Ils sont très, très bons techniquement dans leur métier, mais ils ne sont pas toujours à l'aise avec le relationnel. Donc voilà, l'idée, c'est de les accompagner. Et également accompagner des chefs d'entreprise, des DRH, à repenser leur stratégie RH et du coup leur GPEC sous l'angle des neuroatypiques. Voilà, leur faire part de remarques ou d'idées auxquelles ils n'auraient pas nécessairement pensé. Alors pour ma part, je n'ai pas été diagnostiquée en tant que telle, ni HPI, ni TSA, etc. J'avoue, par manque de courage, on va dire ça comme ça, j'ose pas pour l'instant. Pour autant, en parallèle, j'ai fait un gros travail de développement perso, développement personnel, développement spirituel au sens très large. Et puis, suite à pas mal de remarques, à la fois dans le milieu pro et perso, globalement, c'était tu fais pas comme tout le monde, toi, tu étais plutôt quelqu'un qui empêche les autres de tourner en rond, entre guillemets, pour faire vite. Donc voilà, l'idée, c'est de partir de tout ça et de partager avec vous, en fait, à la fois des expériences vécues là, sur les 20 dernières années, des expériences observées. Je me suis pas mal documentée, j'ai pas mal lu. Et là, on va... pardon, Lydia, j'aborde un peu sur ce qu'on va aborder. Je suis désolée. Je te laisse te présenter, pardon. Non, je t'en prie. Voilà, ça me donne un bon aperçu de comment tu es bavarde. Il n'y a pas de problème. Alors ici dans le webinaire, j'ai surtout vu des personnes que je connais, mais au cas où des personnes regardent le replay et qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Lilia Rechetniak. Je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle Ipipin, qui est l'organisateur principal de ce webinaire. Donc, on existe depuis 3-4 ans et notre but principal, en fait, c'est l'inclusion
des personnes neuroatypiques dans le monde du travail. Alors, l'inclusion des personnes neuroatypiques, d'une part, effectivement, parce que voilà, elles sont souvent discriminées, mises de côté, sans verbaliser le fait qu'elles soient différentes ou neuroatypiques, c'est juste dans le comportement, puisque c'est souvent des différences qui sont invisibles. Et puis, d'autre part, on a une démarche de conception universelle du travail qui veut que, en fait, c'est l'inclusion au sens très large, dans le sens où, par exemple, une personne qui n'est pas diagnostiquée ou qui n'en a jamais entendu parler de neurodiversité ou qui n'est pas concernée par la neurodiversité, que cette personne-là ne se sente pas exclue d'une démarche qui se veut juste purement humaine, en fait, et à favoriser le fait que chacun soit à sa place, que chacun soit bien dans son travail. Enfin, voilà, donc bien-être au travail, qualité de vie, etc. Donc, du coup, Élise, je te laisse enchaîner parce que je sais qu'il y a pas mal de choses. Donc, tu avais pas mal de souhaits, d'objectifs, d'intentions pour ce webinaire. Je te laisse dérouler et puis ensuite, on va juste pour vous annoncer un peu, je vais reparler un peu de la neurodiversité et ensuite, on va parler du management et comment tout ça s'articule et des dirigeants aussi. Voilà. Ok, merci Lydia. Là, l'idée, c'est de vous partager voilà, des expériences, des réflexions là, sur à la fois les managers neuroatypiques et les dirigeants neuroatypiques. Donc, toutes les expériences, ce que j'ai tout à l'heure, expériences vécues depuis les 20 dernières années, expériences observées. Là, on aborde tout type de management, c'est-à-dire management relationnel, plus précisément, que ce soit du management hiérarchique, fonctionnel, transversal. On aborde différentes structures juridiques, qu'on soit en SA, en SARL, sous forme d'association, sous forme de CAE, de coopératives d'activité d'emploi notamment. On aborde différents secteurs, que ce soit secteur industriel, secteur du conseil, secteur du numérique, de l'éducation, des secteurs de l'ESS également. Ça concerne aussi toutes les tailles d'entreprises, PME, PMI, grands groupes, TPE, TPI aussi. Et ça concerne aussi les personnes vraiment de tous âges, de toutes les générations, X, Y, Z, et tout lieu géographique également. Alors, ce sera essentiellement, là, on va se concentrer sur la France, entre guillemets, Paris-Province, pour faire ce clivage-là exprès pour provoquer un petit peu. Mais aussi à l'international, il y a pas mal de choses qui se font, donc on pourra l'aborder également. L'idée là de la présentation, juste avant que Lilia précise un peu plus sur la neurodiversité, ce que je vous propose, c'est en fait de faire deux grands points. D'abord aborder les managers neuroatypiques et après les dirigeants, sachant que dans chaque point, on va y aller par étapes, en faisant état des difficultés que peuvent rencontrer les neuroatypiques en tant que manager et en tant que dirigeant, les forces, parce qu'il y en a, heureusement, et puis faire un petit topo de ce qui peut être utile en entreprise. Sachant que voilà, votre intervention est assez libre, donc n'hésitez pas à poser des questions. Si je vais trop vite ou si c'est pas assez précis, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Et je voulais juste aussi apporter une petite précision sur l'utilisation des mots que je vais utiliser, parce que chaque mot fait vraiment référence à une représentation et chacun a ses représentations. Chacun est sur sa colline, donc l'idée c'est d'aller sur la colline de l'autre et mieux comprendre. Et s'il y a des mots qui vous questionnent, n'hésitez pas à intervenir également. Voilà. Merci Élise. Alors du coup, juste pour la qualité du son, pendant que tu ne parles pas, est-ce que tu peux couper ton micro comme ça, parce qu'en fait il frotte un peu contre l'écharpe et ah parfait, génial. Merci. Et on avait joué à ça avec Ludovic l'autre jour, c'est vrai que c'était pas mal. Donc effectivement, un petit topo sur la neurodiversité. Alors on parle de vous ici présents en live, vous connaissez, mais le mot neurodiversité a été inventé par rapport à l'autisme à la base par une Australienne qui s'appelle Judy Singer.
pour dire qu'en fait les personnes avec autisme étaient différentes. Donc, il y avait une diversité, mais elles n'étaient pas moins bien, plus déficientes ou voilà. Et aujourd'hui, plus ça va, plus ce terme est utilisé. Et c'est vrai que je pense qu'avec EPIPIN, on a largement contribué à cette utilisation plus large du terme neurodiversité. On utilise ce terme-là pour englober toute une série de profils de fonctionnement neurologique qui sont présents chez la personne depuis la naissance en fait. Donc c'est pas des maladies, ce ne sont pas des choses qu'on acquiert au cours de la vie. Par exemple, on ne devient pas autiste après un accident ou suite à, je sais pas moi, on ne devient pas dyslexique à cause d'un vaccin. Voilà, ce sont des fonctionnements, ce sont des développements du cerveau qui sont différents, qui ne sont pas moins bien, qui sont juste différents. Donc on parle de troubles du spectre autistique. Donc l'autisme. C'est vrai qu'avec, par exemple, l'EPIPIN, on parle surtout de l'autisme de haut niveau, qu'on appelait également, enfin une partie de ça, on appelait Asperger. On n'utilise plus ce terme-là, même officiellement, pour plein de raisons. Mais autisme de haut niveau, en gros, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont suffisamment autonomes dans leur quotidien pour pouvoir travailler, se développer, être autonomes sur des choses pratiques de leur vie, voilà. Qui parlent également, parce qu'il y a des autistes qui sont, comme on dit, non-verbaux. Donc voilà. Après, nous, je précise plutôt pour le côté disclaimer en fait de cette explication. Nous avons des partenaires qui nous aident sur les personnes autistes qui sont plus impactées par leur particularité dans le quotidien et qui ne peuvent pas être autonomes. Donc pour nous c'est un choix et c'est aussi parce qu'on connaît mieux ces fonctionnements-là. Donc, c'est là vraiment qu'on peut aider. Donc, ensuite, dans la neurodiversité, il y a aussi ce qu'on appelle les troubles dys, donc dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie. Il y a les troubles du déficit de l'attention, donc TDA, avec ou sans hyperactivité, donc TDAH, donc les hyperactifs, comme on les appelle dans le langage courant. Il y a les hypersensibles, pour lesquels il n'y a pas de diagnostic aujourd'hui. Il y a des tests d'auto-évaluation, il y a des examens qu'on peut pousser un peu avec des psychologues, etc. Mais ce n'est pas un diagnostic médical d'hypersensibilité. Et il y a également les personnes à haut potentiel intellectuel. Donc pareil, ce n'est pas un diagnostic médical, ce n'est pas du tout considéré comme un handicap. Alors dysphasie aussi, évidemment, Isabelle, merci beaucoup. C'est vrai que ma liste n'était pas exhaustive. Donc, les hauts potentiels intellectuels qui est diagnostiqué ou détecté par des psychologues. Donc, ce ne sont pas des médecins, donc c'est pas un diagnostic médical. Donc, la neurodiversité aujourd'hui, on en parle par rapport au travail dans le sens où il y a des problématiques communes de différence de fonctionnement, de façon de penser différentes, façon de créer du lien différente, etc. Qui créent aussi bien des avantages que des inconvénients. Les inconvénients, alors on va en parler plus en détail, mais en gros, les inconvénients principaux, c'est justement le lien qui est créé différemment, la communication qui est différente et la façon de penser qui est différente. Du coup, on ne va pas se connecter sur les mêmes critères, sur les mêmes choses. On ne va pas voir les choses de la même manière, donc on ne va pas les interpréter de la même manière. Et ça peut créer des difficultés de communication, de l'exclusion, de la discrimination, de l'incompréhension, des malentendus, de la solitude, puisqu'on parle. Alors on va y revenir, hein, j'anticipe aussi un petit peu, mais on parle déjà de la solitude des dirigeants, mais alors un dirigeant neuroatypique, je pense que ça peut être largement exacerbé encore. Voilà. Et par contre, dans les qualités, il y a, que ce soit pour les managers ou pour tout le monde, en fait, il y a la sensibilité et l'empathie qui peuvent être aussi bien des qualités que des difficultés. Mais l'empathie qui peut aider à mener une équipe, à être un bon leader. La sensibilité qui peut aider à prendre des décisions d'une manière différente. Une façon de voir les choses différentes, donc plus d'originalité dans les services proposés, etc. Donc voilà, la neurodiversité, pour résumer, ce sont des fonctionnements
foncièrement différents, physiologiquement différents, et qui ne sont surtout pas faits pour être soignés ni éliminés, mais qui sont faits pour être embraced, comme ils disent en anglais, embrassés, englobés et inclus dans notre fonctionnement du quotidien. Voilà, Élise, je te laisse enchaîner sur le management si tu souhaites. Merci Léa. Du coup, les éléments que je voulais partager avec vous, c'est deux, trois points clés, notamment rappeler que le management, c'est vraiment l'art de conduire des hommes et d'en tirer le meilleur. Et alors des hommes, femmes et hommes au sens être humain, l'idée c'est vraiment d'être, en tant que manager, d'être un chef d'orchestre qui va pouvoir faire au mieux avec tous les êtres humains qu'il a autour de lui. Donc, dans les êtres humains dans leur diversité, que ce soit des normaux pensants entre guillemets que des neuroatypiques. Donc, et dans n'importe quelle école de management ou école de commerce, c'est ce qu'on nous enseigne sur la partie management, qui est la planification, l'organisation, la direction, le contrôle d'une organisation pour atteindre ses objectifs. Peut-être que si je mets le micro comme ça, ce sera peut-être mieux. Et du coup, le management est vraiment focalisé sur les relations humaines, alors que la gestion, entre guillemets, ça va plus être une approche quantitative, gestion comptable, gestion du patrimoine, etc. Alors, du coup, le management, c'est là vraiment sur la partie humaine. Et alors, il y a eu beaucoup d'écrits sur management, et notamment les styles de management, du directif, de l'autoritaire, du participatif. Et en gros, chaque auteur a mis un peu sa patte. Que ce soit Blake et Mouton avec le style conciliateur, autocrate. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai Tannenbaum et Smith, par exemple, qui, eux, ont défini le management en fonction de la liberté d'action laissée à l'équipe, par exemple. Donc, il y a énormément d'approches, sachant que ça va surtout dépendre de la personnalité du manager, de la personnalité de ses collaborateurs qu'il aura en face de lui à piloter. Et ça va aussi dépendre du moment, parce qu'évidemment, on est avec de l'humain, donc c'est pas aussi précis qu'une machine, entre guillemets, et heureusement. Et là, voilà, ce qu'on vous propose ici, c'est d'avoir vraiment de mettre l'accent sur les neuroatypiques. Donc, ce qui va être important pour un manager dans les grandes lignes, ça va être un rôle décisionnel, un rôle interpersonnel et un rôle informationnel. Pour faire vite, il doit savoir diriger, gérer, réguler. Ça, c'est le minimum. C'est plus, alors logiquement, un manager n'est plus un chef au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire celui qui commande et qui contrôle. Sauf que dans les entreprises, on en a encore beaucoup de ces profils-là. Et du coup, c'est compliqué pour des neuroatypiques qui ont besoin de sens, qui ont besoin d'autre chose qu'une approche pyramidale. Alors, ça vaut aussi pour les managers et ça vaut aussi pour les dirigeants. On verra ça un peu plus loin. L'idée, c'est que ce manager soit vraiment... ouais, ce que j'ai tout à l'heure, un chef d'orchestre, un coach, un animateur d'équipe, qu'il considère plus ses collaborateurs plus comme des salariés au sens exécutant du terme, mais vraiment comme des partenaires, voire même des infrapreneurs, opposés aux entrepreneurs, entre guillemets, qui se trouvent à l'extérieur de l'entreprise. Là, ils se trouvent à l'intérieur de l'entreprise. Autre point aussi, le manager, un de ses rôles importants, et je pense que c'est d'autant plus vrai pour les neuroatypiques, c'est de donner du sens à tous les niveaux. Donner du sens à l'équipe, dire où on va et comment on y va. Alors, ce qui veut dire aussi comprendre la stratégie de l'entreprise et se demander aussi, est-ce que je suis en phase, moi, avec cette stratégie ou pas? Avoir cette honnêteté-là de se poser la question.
Donc, comprendre la stratégie et ensuite la traduire en projet d'équipe. Donc, la décliner en objectifs, entre guillemets, opérationnels. Ensuite, c'est aussi donner du sens à chacun des membres de l'équipe. L'idée, c'est de rendre compatibles les ambitions collectives et les ambitions individuelles. Pour que le but, c'est que tout le monde trouve sa place. Et travailler aussi sur d'autres axes qui ont tout leur sens. Bon, l'axe RH, on en a un peu parlé, l'axe client, l'axe processus, l'axe économique. Alors tout ça, c'est des points importants. Je ne vais pas les détailler là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est juste pour vous donner quelques pistes. Et un autre point aussi qui me paraissait important d'aborder, dans toutes les formations qu'on peut faire pour les managers, que ce soit formation initiale ou continue. Et on en avait déjà parlé dans un webinaire précédent sur les qualités des neuroatypiques. Donc là, ça rejoint. C'est-à-dire qu'on attend du manager que ce soit une personne fiable, authentique, loyale, une personne intègre, qui fasse preuve d'exemplarité, de cohérence, d'éthique, qui soit ouvert d'esprit, à l'écoute, qui soit pédagogue, etc. Et on a bien vu dans d'autres webinaires que c'était pas toujours facile de montrer toutes ces qualités, mais c'est vraiment ce qui fait la force d'un manager et a fortiori d'un manager neuroatypique. J'ai perdu le fil, mais je vais le retrouver. Je vais t'aider. Alors, il y a pas de souci. Alors déjà, merci beaucoup Patrick pour tes contributions et surtout les autres participantes et participants. Si vous avez des questions, des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, qu'on s'attarde, etc. Surtout, dites-le nous dans le chat. N'hésitez pas. Le but c'est que ça réponde aussi à vos questions. Et alors, du coup, je ne sais pas si ça va vraiment t'aider à retrouver le fil, mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis que enfin, il y a deux choses, une dont on avait parlé et une qui vient dans ma tête là sous forme de prise de conscience quand je t'ai entendu parler. La première qu'on savait déjà, c'est que finalement le manager, c'est non seulement une personne qui est capable qui a des compétences qui peut-être certaines sont naturelles et puis d'autres sont développées parce que le management peut au moins en partie s'apprendre. Mais en plus, c'est une personne qui, dans le meilleur des mondes, est également un exemple de connaissance de soi, de compréhension de soi et de travail sur soi quelque part, puisque c'est avec ça qu'il va pouvoir le mieux être le meilleur leader possible. Et puis le deuxième point qui était venu comme sous forme de prise de conscience, c'est que moi je disais, même au début ou même dans les textes de présentation de ce webinaire, je disais comment est-ce qu'on peut concilier notre extrême parfois sensibilité et empathie avec le fait de devoir atteindre des objectifs. Et finalement, toi, ce que tu as dit avec une légèreté qui m'avait pas dit, c'est oui, en fait, on comprend la stratégie de l'entreprise, on la décline d'objectifs. Donc, quelque part, le manager, c'est quelqu'un qui crée des objectifs en fonction de sa personnalité, de sa façon de penser et de tout ça, de sa sensibilité, de son empathie, etc. Complètement. J'ai compris un truc. Oui, c'est exactement ça. Et c'est un aspect qui est important pour moi parce que, mais je pense que c'est partagé par d'autres. C'est-à-dire que oui, on sait que être neuroatypique, manager ou dirigeant, on va rencontrer des difficultés. Ça, il ne faut pas se leurrer, il y en a, c'est évident. Mais du coup, alors, ça n'engage que moi, c'est ma perception. C'est-à-dire que je me dis, bon, face à cette situation, il y a deux choix. Soit je me dis, bah ouais, c'est comme ça, et puis bah, on va essayer de faire au mieux, mais avec ce sentiment d'être démuni et sans ressources, donc c'est pas super confortable quand même. Ou alors se dire, bon, ok, j'identifie mes points forts, j'identifie mes points faibles, et je prends la décision de, de vivre chaque situation comme une opportunité pour devenir, je dirais, une meilleure version de moi-même.
Et du coup, bah voilà, je fais des essais, je regarde ce que ça donne, et puis si je me suis trompée, je rectifie. Voilà, c'est un peu cette approche-là. Et c'est vrai que les difficultés, elles sont quand même assez nombreuses. Donc, en préparant ce webinaire, je me suis amusée à lister toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir pour après rebondir de manière beaucoup plus concrète et de manière positive. C'est quand même important. Donc, du coup, un manager qui est neuroatypique, il va rencontrer des difficultés selon l'environnement de travail. C'est-à-dire, selon le milieu, si c'est un milieu industriel, si c'est le milieu de l'informatique, milieu associatif. Parce que, par exemple, si on prend le cas du milieu industriel, bon, j'y ai passé une dizaine d'années, donc je connais un petit peu ce milieu. C'est un milieu plutôt conventionnel où, il y a vraiment une notion de productivité rationalisée et une approche très linéaire. Donc du coup, ça laisse peu de place à la créativité et le faire autrement. Et donc souvent, j'entends des réflexions: «Oui, non, mais on peut pas mettre des neuroatypiques dans un milieu industriel, c'est pas possible». Alors oui, si on y va avec cette approche conventionnelle, pour autant et là où ça me rassure, c'est que je connais concrètement des exemples, hem, qui ont engagé une réelle réflexion pour accueillir, pour intégrer des neuroatypiques. Alors je peux pas citer de nom, mais il y a notamment une marque, très connue une marque française de compote de fruits, par exemple. Mais à côté de ça, il y a, enfin dans la région où je suis, c'est une région très industrielle et donc il y a beaucoup de P enfin beaucoup, non, j'exagère. Il y a quelques PMI et TPI, qui sont dans cette logique-là. Alors eux vont pas mettre nécessairement le mot, neuroatypique, mais pour eux, ça va être du bon sens. Et c'est ce qu'on a vu, et c'est ce qu'on continuera à voir un peu plus loin, c'est que en fait, ce que les neuroatypiques peuvent considérer comme du bon sens, ou de la logique, bah, en fait, ça ne l'est pas forcément. Il y a autant de définitions qu'il y a de personnes. Donc voilà, donc les difficultés peuvent être, exacerbées selon le milieu, sachant que c'est pas tant une question d'environnement, c'est vraiment une question de personnes. Un manager neuroatypique aussi peut se retrouver confronté à des difficultés quand il a un N+1 qui est plutôt directif, autoritaire. Donc là, c'est vrai que c'est pas simple. Ou alors se retrouver dans un type de management qui est très laxiste. Ou alors là, chacun fait ce qu'il veut. Ça manque de sens et là, c'est compliqué pour les neuroatypiques. Il y a pas de sens au niveau de direction, au niveau de la finalité, au niveau de la conscience, au niveau de la logique, au niveau de l'interprétation. Donc voilà, donc tout ça, ça peut être un peu, déroutant. Le manager peut aussi rencontrer des difficultés quand il a, quand par exemple, que ce soit son N+1 ou ses collaborateurs, hein, ont un ego surdimensionné et ils sont plutôt carriéristes et au détriment du collectif. Donc ça, voilà, ça peut rajouter la difficulté ou quand ils sentent un manque de soutien ou de compréhension de la part de l'équipe dirigeante. Les difficultés peuvent aussi être exacerbées quand, selon le degré d'autonomie que chacun a dans son poste. A priori, les cadres ont plus d'autonomie qu'un employé ou qu'un technicien. Alors autonomie dans la gestion de son travail et autonomie dans la gestion du temps. Alors il faut dire qu'en France, on n'est pas très aidé par rapport à ça, notamment avec le droit du travail. Alors ça certes de très bons côtés heureusement, mais qui est très procédurier, sur le calcul des heures notamment, à pas dépasser, pas faire plus de 35 heures ou pas faire moins. Enfin voilà, il y a un ajustement à trouver et il y a des entreprises, qui ont trouvé des solutions et du coup ça se passe très bien. Un point aussi important, les difficultés aussi, sont exacerbées, heu, pour un manager neuroatypique, selon ses croyances limitantes et notamment de se dire: «Bah non, je vais jamais y arriver» ou «Je vais jamais être compris» ou «Je suis pas à la hauteur parce que je fais différemment». Ça, les croyances limitantes, c'est vraiment quelque chose qui, bah, comme son nom l'indique, qui limite et qui en font de réelles difficultés. Hem, donc voilà, voilà pour l'essentiel. Je regarde aussi au niveau du temps où est-ce qu'on en est. Hem, Je, juste un je, petit je-
Ouais, je peux rebondir sur ce que tu disais. Je ne sais pas du tout si j'anticipe sur un truc que, que tu vas dire ou pas, mais un point important à ce stade, je ne sais pas trop s'il y a dans le public, alors j'en connais quelques-uns, je sais que vous êtes certains, vous êtes manager ou vous êtes entrepreneur. D'autres, je ne sais pas ou pas assez. Mais l'idée de ça, c'est aussi de comprendre, si vous êtes manager, peut-être mieux comprendre certaines de vos difficultés, puisque dans ce qu'Élise vient d'expliquer, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent nous rendre en fait, on sera en train de défricher un chemin que d'autres n'ont pas forcément emprunté avant nous, parce que c'est notre personnalité, c'est notre façon de faire. Et aussi les circonstances, comme tu disais, Élise. Et puis aussi, j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que, en fait, le manager, il a un choix. Soit il dit bon, j'essaie tant bien que mal de me rétrécir, de couper tout ce qui dépasse et de rentrer dans la case qu'on me propose là. Ou sinon, je me dis non, en fait, je vais composer avec tous les éléments qui se présentent à moi, y compris moi, y compris la façon dont l'entreprise fonctionne et puis les personnes qui sont dans mon équipe. Et dans ce cas-là, arriver à trouver des solutions différentes. Du coup, là, s'applique également ce qu'on a dit plein de fois dans plein d'autres webinaires. Si l'entreprise, le poste, l'ambiance, le N+1, le N+2, etc. ne permettent pas au manager de faire ça, ce serait une bonne idée d'envisager d'aller ailleurs. Envisager, ça ne veut pas forcément dire le faire, mais en tout cas, prendre conscience que c'est pas parce qu'on n'y arrive pas dans cette entreprise-là qu'on est forcément nul. Et c'est peut-être qu'on n'est pas à sa place, et ça vaut aussi bien pour un employé que pour un cadre, que pour un manager. Enfin voilà, ça vaut vraiment pour tout le monde. Et puis un autre aspect, c'est que si vous n'êtes pas manager, mais vous en avez, il y a beaucoup alors je ne sais plus les statistiques, mais Géraldine Granier nous parlait de ça dans un webinaire, parmi les créateurs d'entreprise, les directeurs, les VP, les postes vraiment à haute responsabilité, il y a beaucoup de neuroatypiques, en tout cas il y en a. Et du coup, par contre, c'est des personnalités qui ont des particularités qui ressortent encore plus en fait, qui peuvent interpeller réellement. Mais l'idée, c'est de comprendre que j'ai un manager, il agit un peu différemment. Tous les managers neuroatypiques ne sont pas forcément des maîtres spirituels qui ont atteint un degré d'équilibre intérieur extraordinaire, et donc c'est pour ça qu'ils sont managers et qu'ils managent. Non, c'est de développer cette capacité de compréhension et d'empathie envers eux aussi, puisqu'ils ont non seulement les difficultés associées à la neurodiversité, mais en plus à tout le reste, quoi. Tout à fait. Et je rebondis là sur ce que Claudine écrit, notamment voilà, oui, c'est une question centrale. Suis-je en phase avec cet environnement, et si mes valeurs sont trop heurtées, alors allez voir ailleurs. Oui, clairement, où la différence sera mieux accueillie. Clairement, c'est ça. Et je vois Patrick aussi qui m'a mis un commentaire: croyance limitante égale syndrome de l'imposteur. Oui, ça en fait partie, comme d'autres. Mais c'est important de l'identifier et d'être au clair avec ça. C'est pas, si je peux juste me permettre par rapport au syndrome de l'imposteur, et ça me permet de rebondir sur une pensée qui me venait quand tu parlais tout à l'heure. C'est une croyance limitante pour certains neuroatypiques. C'est pas nécessairement le syndrome de l'imposteur. Ça peut être, parce que je prends cet exemple parce que je l'ai beaucoup entendu. J'ai un problème avec l'autorité. Si on est manager et qu'on est persuadé qu'on a un problème avec l'autorité, on va avoir un problème avec l'autorité. On n'a pas pour autant un syndrome de l'imposteur, parce que peut-être qu'on a au contraire un syndrome. Enfin, je sais pas. Peut-être on est persuadé on a un problème de l'autorité, mais seulement dans un sens, par exemple. Mais quand on a un problème de l'autorité
ascendante, on a aussi un problème avec l'autorité descendante et vice-versa. Enfin, en fait, on ne pourra pas être bon manager si on a ce problème-là. Donc, c'est pour ça aussi que je disais qu'un manager, c'est dans le meilleur des mondes, c'est aussi un exemple de travail sur soi. Et voilà, le leader, il va leader par l'exemple, par le pas par des injonctions ou par des ordres, mais vraiment par l'exemple. Et l'exemple de se mettre au clair au clair et en paix avec l'autorité, avec avec les objectifs, avec la pression, avec plein de trucs, ça va également apaiser les équipes. Oui, et ce sentiment en tout cas, cette difficulté face à l'autorité, elle est vraiment amplifiée dans des approches pyramidales où le chef, entre guillemets, est en haut et puis les exécutants, ils sont en bas. Et l'objectif, c'est d'être le plus haut parce que ça veut dire quand on est tout en haut de la pyramide, ça veut dire qu'on est important, ça veut dire qu'on est intelligent. Voilà, cette conception, elle a longtemps fonctionné. C'était du management militaire à la base. Alors que quand on passe sur une approche de pyramide inversée, où là, ça va être le manager qui va porter son équipe pour qu'elle atteigne les objectifs. Et après, il y a même une étape supplémentaire où ça va être d'avoir une vision en cercle. Notamment des cercles de décision. Alors ça, c'est plus lié à la gouvernance partagée, où là, chacun a une place, chacun a sa place, mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On est différents et on a tous à contribuer à l'œuvre collective, à co-construire. Donc voilà, tout dépend aussi de l'approche avec laquelle on y va. Oui, d'ailleurs, Patrick dit la plupart des sociétés françaises sont pyramidales et tout le management militaire. Oui, c'est vrai, tout le management militaire n'est pas pyramidal. Alors, le côté positif que j'y vois, c'est que les entreprises commencent à changer sur cette approche pyramidale. Bon, il faudra un peu de temps parce que quand on travaille avec de l'humain, il faut toujours un peu de temps. Il nous reste 20 minutes, donc je vais accélérer. Donc là, rapidement, on vous adressait les difficultés que peuvent rencontrer un manager neuroatypique. Heureusement, il y a plein d'avantages. Et notamment ceux que je vous propose de partager, c'est le manager neuroatypique a cet avantage d'avoir une sorte d'adaptation intellectuelle. Il est souvent à la fois cerveau droit et cerveau gauche. Et il a cette capacité qui est différente, donc autant qu'il s'en serve. Il a aussi, à mon sens, cette capacité à s'adapter. Alors attention à ne pas se suradapter, ça on en a déjà discuté. Dans le sens où s'adapter aux exigences du monde professionnel de demain. Il est capable alors il y a des exceptions bien sûr, mais globalement, de savoir apprendre en continu, apprendre et désapprendre, se remettre en question régulièrement, en tout cas au niveau de ses savoirs. Et ça, il y a de nombreuses études, notamment des observatoires des métiers, qui ont des analyses assez similaires. Et là, je me permets de faire un clin d'œil à un article qu'avait posté François-Noël Tissot sur LinkedIn, qui était très intéressant. Et c'est une citation d'Alvin Toffler qui dit les alphabets du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ce seront ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Et du coup, les neuroatypiques ont cet avantage-là. Donc c'est un point fort, il faut en être conscient et le mettre en valeur. Autre avantage aussi d'être un manager neuroatypique, c'est que ce manager-là, il a conscience que la diversité, c'est vraiment une très grande richesse humaine. Donc ça, c'est un gros point positif. Autre point, souvent le manager neuroatypique, il est de fait dans une démarche d'amélioration continue. Il va essayer de toujours s'améliorer. Alors, c'est des outils très utilisés d'ailleurs en industrie, et c'est aussi pour ça, alors je fais un parallèle où on peut retrouver des neuroatypiques sur des postes liés à la qualité ou sur des postes d'amélioration continue. Voilà, je ferme ma petite parenthèse. Autre avantage aussi des managers neuroatypiques, c'est qu'ils ont la possibilité de déléguer certaines tâches, notamment des tâches dans lesquelles ils ne sont
pas trop à l'aise, par exemple, les relations publiques, dans une certaine mesure, évidemment. Donc là, vous avez la possibilité en tant que manager de déléguer et du coup de faire une pierre deux coups, de se dire, «Eh ben, en même temps, je vais faire monter en compétence une personne, de mon équipe, un collaborateur». Donc vous vous épargnez une tâche qui est pas toujours agréable ou pas toujours, facile et en plus, vous montez en compétence un de vos collaborateurs. Donc ça, c'est un avantage. Autre avantage que j'y vois pour un manager neuroatypique, c'est, il fait preuve d'innovation. Alors ce que j'ai remarqué, alors c'est une remarque personnelle, que les neuroatypiques, considèrent comme du bon sens ou une évidence est souvent perçu comme une innovation par les autres parce que justement ça va à contresens. Ça va à l'encontre des croyances, communes. Donc voilà, c'est une innovation. Bon, bah, chouette, allons-y alors. On on peut en avoir plein d'innovations. Donc autre avantage que j'y vois aussi, c'est, le fait que le manager neuroatypique soit différent. Il contribue à améliorer le travail. Tout à l'heure, on parlait de passer d'un état d'esprit de collaborateur à intrapreneur, par exemple, avec plus d'autonomie, plus de considération. Bah, du coup, ça bénéficie à tout le monde, même si tous les salariés ne sont pas autonomes et ne veulent pas de cette autonomie. Il y en a quand même une grande majorité qui le veulent et contribuer à améliorer le travail, c'est un sacré avantage. Voilà pour les grandes lignes. Il reste 15 minutes. Du coup, il y avait des questions et des remarques auxquelles j'avais envie de rebondir. Alors, il y a Stéphane qui nous dit: Ouf, je découvre votre monde. Et là, il va falloir que j'apprenne à naviguer avec votre barque qui me plaît beaucoup. Je pourrais enfin arrêter de nager sans boussole. Eh bien, bienvenue, Stéphane. Claudine qui a écrit travailler sur soi, ok, c'est essentiel, mais ne pas tout prendre sur soi non plus. Ah bah ça, je suis complètement d'accord. Il y a des managers vraiment incompétents, donc il est difficile de reconnaître l'autorité, dont il est difficile de reconnaître l'autorité. Bien évidemment, ça va dans les deux sens. Pour un manager comme pour celui qui a un manager, enfin, ça peut être la même personne d'ailleurs. Bien sûr, ne pas tout prendre sur soi. Pour moi, travailler sur soi sainement, c'est aussi reconnaître alors, le terme anglais est beaucoup plus approprié, que j'aime beaucoup, qui s'appelle boundaries. C'est quelque chose que donc je travaille sur moi pour m'améliorer de façon pratico-pratique ou alors sur mes qualités personnelles. Mais je reconnais que là, il ne faudra pas que j'y aille parce que je pourrais pas améliorer ce côté-là. Je ne l'ai pas dans mon ADN, d'une part. Et puis si quelqu'un d'autre fait quelque chose qui vraiment ne me convient pas, me heurte, me blesse, va à la compte de mes valeurs, etc., je ne vais pas non plus travailler sur moi pour arriver à accepter cette, entre guillemets, maltraitance. C'est pas forcément de la maltraitance, mais donc, travailler sur soi ne veut pas dire tout prendre sur soi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, quelquefois, Emmanuel nous dit, quelquefois, la difficulté que l'on affiche comme problème avec l'autorité peut cacher ou venir de problèmes d'incompréhension, et c'est sur ce levier que l'on peut aussi agir. Tout à fait. Alors, Patrick, le manager dirigeant neuroatypique est-il celui qui, confronté à un monde volatile, développeront une vision? À mon sens, oui. Alors, j'enchaîne sur ta question d'après, Patrick. Est-il un perfectionniste? Pas nécessairement. Pas dans mon expérience, pas dans ma vision des choses, mais par contre, par sa tendance naturelle à chercher un sens, il va développer une vision. Même si cette vision-là, alors je sais que moi, ça m'est arrivé de trouver un sens temporaire, juste histoire de survivre à une situation pendant le temps qu'il fallait. Donc, une vision temporaire. Mais toujours est-il que ça sera une vision, en fait. Je pense qu'un manager neuroatypique le fera. Alors Stéphane nous dit que les compétences et savoir-faire ne sont pas souvent reconnus, mais plutôt un diplôme. Alors c'est en train de changer, pas assez vite, mais c'est en train de changer quand même. Élise, je te laisserai compléter là-dessus. Vas-y. Oui, ça change. Enfin, moi, je vois dans l'aspect, sur l'activité DRH, je vois une évolution sur les 15 dernières années. Autant avant, on se focalisait beaucoup sur le diplôme. Maintenant, on est beaucoup plus ouvert aux compétences. Alors là, encore, ça va dépendre du manager, s'il est à l'aise dans cet aspect-là, et notamment pour tout ce qui est entretien pro et entretien d'évaluation.
Le diplôme, juste pour revenir au diplôme, il est encore important en France. Pourquoi? Alors, c'est pas lié aux compétences, ça va être lié aux grilles de salaire. Parce que la plupart des entreprises sont rattachées à une convention collective. La convention collective, elle a défini des classifications et tout ce qui s'ensuit depuis les années 70-80. Alors, de temps en temps, c'est mis à jour, mais c'est juste les points qui sont mis à jour et c'est pas la grille en tant que telle. Donc, les entreprises se servent encore de ça, notamment quand les représentants du personnel sont très, très présents dans certaines entreprises et donc, du coup, ils sont très attachés à ces grilles. Donc, voilà, les diplômes vont rentrer en compte à ce niveau-là. Et oui, tout à fait. Alors, après, juste sur les remarques de Patrick et de Stéphane qui disent le manager innovant s'entend parfois dire on a toujours fait comme cela ou les propositions sont rejetées. Oui, bien sûr. Après, et bien, enfin voilà, j'ai pas envie de trop développer cette partie-là parce qu'on a assez parlé avec la structure pyramidale et puis toutes les autres qui peuvent exister. Bien évidemment, c'est surtout pas l'idéal. Et oui, l'innovation est parfois rejetée par des personnes qui se sentent menacées par cela. J'en profite pour rappeler qu'on vit dans une époque actuellement qui est une époque de transition où tous ces sujets-là sont en train d'arriver au centre des discussions. Donc, on est des générations de pionniers. Avant, je disais des générations sacrifiées, mais je préfère finalement les pionniers. Et voilà, les pionniers, ils sont en train de défricher des terrains. Donc, c'est par définition difficile pour nous et ça ne va pas s'améliorer en un clin d'œil. Et c'est pour ça que c'est important d'œuvrer à la sensibilisation et au changement des regards sur la différence et les fonctionnements différents. Alors, Claudine qui demande, pouvez-vous donner des exemples de situations? Alors, des situations de quoi? Est-ce que vous pourriez juste préciser? Et Patrick, tu m'aides à traduire boundaries comme frontière limite. Bah justement, non. Pour moi, c'est pas ça. Boundaries, c'est quelque chose de beaucoup plus flexible et moins fermé. C'est frontière à la limite, mais pas limite. Enfin bon, je sais pas. Pour moi, boundaries, c'est vraiment particulier. Ensuite, je sais pas, Élise, si tu vois d'autres commentaires. Je vois qu'il y en a eu beaucoup là dans les. Non, justement, le commentaire de Claudine, des exemples de situations, mais alors j'ai tellement, j'ai des idées qui passent à 100 à l'heure et je sais pas de quelle situation parle Claudine. Donc si elle pouvait juste mettre un petit commentaire. Alors c'est à la fois super intéressant parce qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à voir, et en même temps c'est un peu frustrant parce que on a envie de faire passer plein d'idées et d'arriver à lire en même temps les commentaires, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je suis là. J'essaie de lire pendant que je... Merci. Guillaume qui nous dit en allant trop vite dans sa réflexion, une présentation de projet peut être prise par une directive, voire un ordre. Ça me fait penser à une situation quand j'étais à l'école. En fait, on nous donnait des petites énigmes à résoudre et en fait, je comprenais intuitivement la solution et j'avais soit énormément de mal à expliquer pourquoi, ou alors j'avais une explication mais j'allais 10 fois trop vite et du coup les autres ils me regardaient un peu en mode mais what? Et c'est effectivement quand on a trop vite, quand on va trop vite dans sa réflexion, même en étant manager ou collaborateur, effectivement, soit on ne comprend pas, soit on peut nous faire des réflexions du style pour qui se prend, que sais-je. Et effectivement, c'est pour moi une des compétences à développer qui, pour le coup, est peut-être plus ou moins facile pour certains, mais je pense sincèrement que c'est une compétence qui peut s'acquérir. C'est celle d'apprendre à bien s'exprimer d'une manière qui correspondra au paradigme de l'autre et qui ne va pas le heurter. Ça ne veut pas dire compromettre sur nos valeurs et sur ce qui est vraiment important pour nous. Ça veut juste dire apprendre à s'exprimer différemment pour mieux se faire comprendre, en fait. Alors, il y a Benoît qui nous dit quand les modes de fonctionnement, de raisonnement, de prospective, d'analyse d'un manager neuroatypique sont très différents
de ses pairs. Cela suscite fréquemment le rejet, oui. Faut-il faire son coming out ou chercher à rentrer dans le moule? Alors, pourquoi juste 2 solutions? Pour moi, il y en a, c'est tout un spectre. Élise, vas-y. Ça dépend. On a déjà fait des webinaires dessus. Ça dépend des situations et ça dépend où vous en êtes, vous, dans votre connaissance de vous-même et de ce que vous êtes prêt à accepter et pas prêt à accepter. Donc, dans certaines situations, ce sera tout à fait bénéfique de faire votre coming out et dans d'autres, au contraire, vous allez agrandir votre et enfin, vous mettre davantage en danger. Donc là, c'est vraiment entre guillemets au cas par cas. Alors je sais que c'est pas une réponse satisfaisante. L'outil que je propose, c'est à chaque fois vraiment de bien se connaître, de sa relation à soi, bien se connaître, et après vous pourrez en définir si c'est opportun pour vous de le faire ou pas. Alors, je ne sais pas si ça aide, mais Je complète. Effectivement, je pense que faire son coming out ou chercher à rentrer dans le moule ne sont pas juste les deux solutions, les deux seules solutions, puisque là, en fait, tel que c'est écrit, et Benoît, je ne sais pas si c'est le cas pour vous dans votre esprit ou pas, mais presque, c'est comme si les deux étaient presque opposés en fait. Faire son coming out, est-ce que ça voudrait dire je fais mon coming out, donc j'affirme mon fonctionnement et il est comme ça et puis il n'est pas autrement et puis voilà. Alors que rentrer dans le moule, c'est se suradapter. Je pense que on peut, comme disait Elise, on peut faire son coming out, même, et là, effectivement, ça s'applique aux managers, aux dirigeants, à tout le monde, hein, peu importe notre niveau de poste. Ça peut être bénéfique parfois. Je pars toujours du principe que ça peut être une bonne solution à partir du moment où elle ne devient pas une béquille, où elle ne devient pas quelque chose de figé, surtout qui va figer une situation, surtout si cette situation n'est pas complètement souhaitable et que voilà. Donc pourquoi pas faire son coming out, mais c'est pas tellement la question, c'est plutôt comme disait Élise, qu'est-ce que je suis prête et prêt à accepter. Sur quels aspects est-ce que je sais que je pourrais changer moi mon comportement pour que ça soit d'abord bénéfique pour moi et pas pour rentrer dans le moule et pour que ça soit un bon compromis sur qu'est-ce que je ne pourrais jamais changer, modifier, etc. Et je pense que c'est effectivement une question très importante qu'on soit manager, dirigeant ou qui qu'on soit, puisqu'il s'agit de soit je cherche pour longtemps à me mettre dans une case dans laquelle je sais déjà que je serai pas bien ou pas. Et c'est vraiment du cas par cas, mais voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas que deux solutions possibles. non, puis à force de vouloir rentrer dans le moule, comme dit Stéphane, est-ce qu'on va pas devenir tarte? Il y a beaucoup de risques à rentrer dans le moule. Après, voilà, chacun évalue la situation. Alors, à titre perso, je le déconseille. Maintenant, mon conseil ne sert qu'à moi-même, mais voilà, après, c'est au cas par cas, et d'où l'importance de bien se connaître. Encore une fois, j'insiste à chaque fois sur cet aspect-là, bien se connaître soi-même, bien se connaître dans sa relation aux autres et bien se connaître soi dans son environnement. C'est vraiment des aspects qui sont primordiaux pour un manager, a fortiori pour un manager neuroatypique. C'est ce que je dirais pour l'essentiel. Et on a encore pas mal de choses à dire. Je voudrais quand même ajouter un point qui est important, notamment dans le fait de bien se connaître et notamment dans son rapport à l'autre. C'est savoir ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Et je pense que c'est vraiment important. Et il y a besoin de tout un travail là-dessus parce qu'on veut toujours. Quand je dis on, c'est beaucoup de neuroatypiques font beaucoup d'efforts et se suradaptent et parfois n'en ont pas conscience. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Notamment maîtriser la réaction des autres à tout ce qu'on dit et fait, ça ne dépend pas de nous. Et parfois, on a un tel degré d'empathie qu'on aimerait le faire, mais c'est pas forcément ça. Alors, Claudine a précisé sa question, des situations où le manager a vraiment fait la différence et où le coaching l'a aidé à transformer sa vision. Par exemple, alors, moi, j'ai un exemple d'un binôme collaborateur et manager.
où le manager est atypique, neuroatypique. Curieusement, en fait, c'est plutôt venu de la collaboratrice qui a fait son coming out pour le coup. Mais elle a, par ce coming out, alors je ne sais pas si son manager à elle a eu un coaching ou pas, mais son coming out à elle, en fait, ça a amélioré énormément de choses, ça a fluidifié énormément leur collaboration. Et même si ça n'a jamais été dit, ni précisé, ni révélé, ni même probablement pensé, j'en sais rien en fait, je suis persuadée pour le connaître que son manager est neuroatypique aussi. Et du fait de son ouverture d'esprit et de sa compréhension naturelle du fonctionnement de sa collaboratrice, eh bien, ça a super bien fonctionné. Ça ne veut pas dire que tout est rose et que tout est facile, mais ça a super bien fonctionné. Après, voilà, je ne sais pas si tu as d'autres exemples. On peut dépasser un petit peu l'horaire, il n'y a pas de souci. Pour celles et ceux qui peuvent rester, Élise, ça s'applique à toi aussi. Si tu dois partir, je comprendrai. Mais pour les autres, il y aura un replay. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez regarder la fin si vous n'avez pas le temps maintenant. Oui, il y a autant d'exemples qui ont fonctionné, en tout cas moi de ce que j'ai expérimenté, que d'exemples qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce que dans la relation, on est minimum 2 et on est 2 à s'engager. Et s'il y en a un des 2 qui ne veut pas faire l'effort, ou qui ne veut pas faire le travail qui est demandé, on ne va pas pouvoir le faire à sa place. D'où l'importance de savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et de se poser la question: qu'est-ce que je suis prête à accepter, prêt à accepter et pas prêt à accepter. C'est vraiment important. Et au même titre, il y a un autre aspect aussi qui est important pour un manager neuroatypique, c'est quels sont mes outils de ressourcement, comment je fais pour me ressourcer. Oui. Parce que le management, c'est du relationnel, c'est de l'humain. Donc, ça bouffe énormément d'énergie. Enfin, ça apporte beaucoup humainement, mais ça prend aussi beaucoup. Donc, à chaque manager de se poser la question: qu'est-ce qui, moi, me ressource sur le court terme, sur le long terme, pendant le boulot, en dehors du boulot, pour pouvoir justement arriver à cet équilibre. Et ça, on peut le faire qu'une fois qu'évidemment qu'on se connaît bien. Bon, c'est un peu d'érodite, mais c'est un aspect qui est important. Et aussi pour rebondir sur différents commentaires, c'est aussi au manager de sa responsabilité, à mon sens, de développer un état d'esprit positif. Alors oui, en face de vous, vous allez avoir des remarques désobligeantes ou des gens qui ne diront rien, seront aux abonnés absents entre guillemets. Après, c'est voilà, à vous de prendre la décision de développer une sorte de mindset positif, un état d'esprit positif. Parce que comme disait Lilia tout à l'heure, on est des pionniers, on est des précurseurs, notamment de pratiques résilientes, de pratiques vertueuses, et c'est utile à tous. Alors oui, on patauge un peu dans la semoule là, en ce moment, ça va durer encore quelques années à mon sens. Mais là, j'y vois déjà depuis 5 ans une énorme progression. Et alors, c'est peut-être juste dans ma petite bulle, peut-être. Il y a toujours ce risque-là. Mais en discutant avec beaucoup de professionnels, ce constat, il est plutôt partagé. Donc, c'est rassurant. Oui, rassurant. je confirme. Effectivement, quand Epipine a démarré, on a commencé à réfléchir au projet il y a 4 ans et demi, il y a 3 ans et demi, pardon. Bref, j'ai du mal avec mes maths là aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais ouais, il y a 4 ans et demi. Et en revanche, j'avais commencé à me pencher sur les sujets de la neurodiversité encore 2 ans plus tôt. Et il y a un progrès énorme depuis 5-6 ans. C'est assez flagrant, en fait, ne serait-ce que dans la conscience de l'existence de ces sujets. C'est une première étape. Donc, c'est déjà vraiment bien. Alors, j'en profite. En fait, il y a François Noël qui nous dit: la question, n'est-ce pas plutôt où l'on veut amener le collectif? Alors, je ne sais pas par rapport à quoi cette question a été posée, mais oui,
Quoi qu'il en soit, oui, je suis d'accord. Parce que quand on est en entreprise, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas que de nous, de notre personnalité, de comment, de nos objectifs perso, de notre fonctionnement, de comment est-ce qu'on va réussir à satisfaire nos besoins et répondre à nos propres attentes. C'est avant tout un collectif. Bon, l'entreprise a des objectifs de rentabilité, c'est juste normal. Le collectif, en fait, tout ne peut pas tourner autour d'un ego. Donc, il y a plein de gens. C'est comme dans toute relation, il ne s'agit jamais que d'une seule personne. C'est la relation entre plusieurs individus. Donc, bien évidemment, toujours sortir de ce côté très. Alors pour le coup, c'est pas du tout péjoratif. Je vais dire un côté centré sur soi, tout simplement, et toujours se rappeler que on est dans un océan en fait où il y a plein d'autres petits poissons ou gros poissons et voilà. Exactement. Sandra qui dit merci d'éclairer nos paysages. Le point de la conscience de ce qui dépend au nom de soi est essentiel. Ah oui, tout à fait. Sur nos propres ressources également. Merci. Alors merci Sandra. Stéphane qui nous dit une difficulté souvent rencontrée est la confiance lors de la rencontre ou de la découverte de la réalité une fois en place. Chasser le naturel et revient au galop, la crainte des deux côtés lors d'un recrutement. Alors bon, on va pas trop rentrer dans le détail, mais c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur des recrutements différents, n'est-ce pas, Élise? Et bien évidemment, il s'agit. Après, ça va dans les deux sens. J'ai envie de dire, lors d'un recrutement. Et encore une fois, j'élargis vraiment ça à la vie en général. Lors de toute relation, bien évidemment, on ne va pas se présenter à l'autre en disant voilà mes pires défauts, fais-en ce que tu veux. Et mes plus grands secrets, on se révèle au fur et à mesure, donc c'est un petit peu normal. C'est bien sûr, ça peut être source de besoin de s'adapter au fur et à mesure qu'on avance, mais je pense qu'il y a des côtés de ça qui sont effectivement sainement évitables et d'autres moins, mais bon, voilà, on reste dans l'humain, on ne peut pas tout prévoir, tout prédire. Et Non, voilà, ouais. je rebondis aussi sur une remarque de Stéphane. Souvent un collectif avec du chacun pour soi, malheureusement. Et c'est là, en fait, où un des jobs du manager, c'est d'arriver à concilier les objectifs collectifs et les objectifs individuels en se connaissant bien lui-même, en connaissant son équipe et en étant en capacité de fixer de vrais objectifs et pas juste un souhait ou un but. Et là, c'est vraiment un gros travail auquel les managers, du coup, mettent du temps à s'y faire. Et une fois qu'ils ont compris l'objet de l'exercice, s'y prêtent plus volontiers, en tout cas. La dernière remarque de Patrick aussi sur donc l'amour est aveugle, c'est le mariage qui lui rend la vue et c'est une métaphore pour le recrutement. En fait, oui, mais j'ai envie d'élargir un petit peu cette perspective puisque ça peut aussi être dans le sens positif du terme. L'amour est aveugle et le mariage lui rend la vue. Dans le sens positif, c'est-à-dire que parfois, on est tout enthousiaste, mais sur des bases qui sont volatiles en fait, qui sont éphémères. Et au fur et à mesure qu'on avance, la collaboration devient plus concrète, devient plus pragmatique. Ça devient notre quotidien. Et on est obligé, en fait, comme toute relation, encore une fois, relation vraiment au sens large, ça peut être un miroir super pour nous montrer où est-ce qu'on exigeait, alors je crois qu'on a un petit peu abordé, en tout cas dans une phrase au moins dans ce webinaire, où est-ce qu'on mettait peut-être trop sur les épaules d'un emploi, sur les épaules d'une relation, peut-être trop d'attentes, peut-être trop par exemple, on peut peut-être attendre d'un poste, d'un métier qui nous épanouisse, qui nous permette de nous accomplir, qui nous permette d'atteindre le pic de la pyramide des besoins, l'accomplissement de soi. On peut avoir ce genre d'attente au début, mais en fait, ce n'est pas ça. Ou alors, même si ce genre de poste, de travail peut nous aider, qu'on soit manager ou pas, peut nous aider à nous accomplir réellement, il y a énormément
il faudra qu'on y mette beaucoup de nous-mêmes, beaucoup d'efforts, et pas juste nos rêves et nos fantaisies. Et du coup, le fait que ça rende la vue, ça peut être une très bonne chose. Et pour moi, c'était une précision très importante parce que on se sent parfois un peu, très exigeant dans le sens presque revendicatif par rapport à certaines choses qui nous seraient dues dans un poste, dans un métier, dans une entreprise, dans une relation, encore une fois. Et le monde ne marche pas comme ça. Donc parfois, quand on se dit que ça ne nous convient pas, c'est là aussi où c'est bon de revenir à la conscience de qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, et de prendre la responsabilité de ce qui dépend de moi. Parce que parfois, quand on se dit, ouais, en fait, ça me convient pas, ça peut faire partie de nos illusions. Et le fait de retrouver la vue, ça peut être une bonne chose, en fait. Le souhait de la recherche du mouton à 5 pattes avec des plumes à pois. Oui, c'est vrai que, bon, il y en a. J'aime bien l'expression. Ouais, Stéphane est plein de petites métaphores entre le moule, la tarte et le mouton à 5 pattes avec des plumes à pois. C'est plutôt chouette. Là, pour le coup, 13h40, je vous propose qu'on boucle doucement. Élise. Oui, sachant que pour les managers neuroatypiques, globalement, on a vraiment tracé les grandes lignes. Là, où je voulais m'arrêter 1 minute, c'était sur les dirigeants qui sont aussi des managers. Après, le périmètre est différent, plus d'autres responsabilités. Là où je voulais vraiment accentuer sur les avantages d'être un dirigeant neuroatypique, c'est qu'il a cette capacité d'impulser de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus concrète, une politique inclusive et du coup une réelle gestion humaine inclusive. Donc ça, c'est un gros point fort. Bon, bien sûr, il a besoin de son équipe et du coup, ça lui demande d'être très présent, de sensibiliser énormément, d'expliquer. Mais déjà que lui soit moteur, c'est un très très gros point positif. Et du fait de son statut, entre guillemets, de statut de dirigeant, du coup, il a une grande légitimité. Et du coup, encore dans la culture française, être dirigeant, ça veut dire, voilà, on va pouvoir l'écouter. Donc, il y a vraiment cette posture-là qui est vraiment importante. Et alors ça me permet aussi de faire des parallèles sur la stratégie. C'est important qu'un dirigeant neuroatypique prenne le temps d'expliquer en long et en large et en travers la stratégie de son entreprise et que ça ne tienne pas juste en 2 phrases lors d'une réunion annuelle ou lors d'une, je ne sais pas moi, une réunion avec les représentants du personnel. Il y a vraiment... Ouais, exactement. Il y a vraiment beaucoup besoin d'expliquer cette stratégie, besoin de générer de l'engagement et d'expliquer à ses collaborateurs l'importance de faire confiance. Ça aussi, c'est un mot-clé et c'est peut-être ce qui est pas le plus évident. Et d'instaurer une approche responsable. Chacun est responsable de ce qu'il fait et chacun est responsable de définir les moyens qui lui permettront d'atteindre les objectifs. Donc le dirigeant, lui, il a cette responsabilité d'écouter et en face, le collaborateur ou les managers ont cette responsabilité de définir ce dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre l'objectif toujours. Hein. On a toujours cet objectif à atteindre. Et rapidement, un autre point aussi qui me paraissait important, surtout quand on est dirigeant neuroatypique, c'est important de savoir s'entourer et de ne pas rester seul, parce qu'il y a vraiment cette dimension où ça peut être lourd à porter. Donc important d'échanger, que ce soit dans le cadre du réseau. Alors parfois, il y a cette question des problématiques relationnelles, c'est pas toujours évident. Par contre, ce qui se fait de plus en plus là, depuis quelques temps, c'est de faire appel à un coach. Donc ça, je trouve ça très, très positif. Et dernier point que je voudrais ajouter aussi, c'est à mon sens important qu'un dirigeant neuroatypique soit convaincu, et qu'il le montre surtout, soit convaincu qu'on peut allier business et éthique. Je pense que c'est fondamental. Oui. C'est vrai.
Voilà, je suis désolée, j'ai fait très court. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Non, mais Mais c'était très pertinent. Par contre, tes points sur les dirigeants, c'était pas des trucs bateaux. Je trouve ça super intéressant. Euh, alors, je suis ravie que Stéphane ait découvert une nouvelle porte. À un point aussi alors Emmanuel lui dit merci beaucoup. Ah bah super. Si vous avez de la matière à réfléchir, expérimenter, c'est génial. C'est vrai que bon, là, je vais pas relancer des discussions pour clore pour le coup un point qui a été dit comme ça au détour par Sandra qui a dit du rêve à la réalité, mais surtout n'oubliez pas vos rêves. Alors, ce qui est super important pour moi, c'est que le fait de revenir à la réalité ne veut pas du tout dire compromettre ses rêves ou les abandonner. Ça veut juste dire composer avec ce que la réalité nous met sur le chemin. Mais c'est tout. Ça veut juste quand même dire que on peut tous aussi bien avancer vers nos rêves et c'est très important. Et je pense que quelque part, c'est ce que font les dirigeants neuroatypiques, puisqu'ils ont une vision, ils ont ces stratégies et ils ont également la portée, les épaules et la voix, une voix qui porte pour le faire. S'ils ne se laissent pas manger par les difficultés et par du quotidien et de la réalité de l'entreprise, du business, etc., eh bien, ça peut être de très, très belles réussites. Donc, voilà. Si, Élise, je sais pas si tu as encore des choses à rajouter. un grand merci. Un grand merci à tous de nous avoir suivis là pendant 1 heure et quart. On a encore plein de choses à dire, donc voilà, C'est si vous clair. voulez nous solliciter, n'hésitez pas. On sera ravis de continuer cet échange. Exactement. Et un grand merci à toi, Élise. Un grand merci à Merci toutes les Lily. participantes et à tous les participants. Et à très vite. Et on s'occupe du replay dans les jours qui viennent. Je vous en dois encore un avec du webinaire avec Ludo. Et on s'en occupe. Voilà, très très belle journée et à bientôt.